Bienvenue à tous et à toutes dans ce Time Mag numéro 3. Je suis heureux de vous retrouver autour de la table des consultants. Vous avez découvert il y a 15 jours. Donc, Julien Quentin, comment vas-tu? Ça va, merci. Donc, juste en face de toi, Christophe Lévesque. Christophe, comment ça va? Ça va, Xavier. Et en face de Muay Thai TV, Julien Lanchasse. Julien, ça va? Salut. Donc, messieurs, j'espère que vous êtes prêts, que vous avez des arguments affûtés pour le débat. Nous allons accueillir notre invité. Et l'invité du jour, il nous vient de Rouen. Il est âgé de 25 ans. Il a débuté la boxe il y a 6 ans. Il a été champion de France. Il a 45 combats, 35 victoires, dont 25 avant la limite. C'est avec plaisir que j'accueille Gaëtan Gambo. Gaëtan, bonjour. Alors, Gaëtan Kirikou, Voilà, c'est ton c'est surnom. ça, c'est Kirikou. C'est un surnom qui te va très très bien et on va en parler tout à l'heure. D'accord. Alors Gaëtan, on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par un 5x3. Alors, je te rassure tout de suite, je ne te propose pas un combat, loin de là. C'est une chronique, donc on va partir avec toi pour le 5x3. Alors Gaëtan, c'est bien simple, le 5x3, ce sera 5 questions et 3 minutes. Et ce qu'on va te demander simplement, c'est de pouvoir répondre le plus rapidement possible. Est-ce que tu penses que tu vas y arriver? Je pense que ça va être possible. Bon, rien n'est impossible pour un boxeur. On est parti, la première question pour toi, ce sera qu'est-ce qui est plus dur lors d'un combat? Je pense que le plus dur lors d'un combat, c'est l'avant-combat, justement la préparation d'entraînement. Sinon, ne pas se focaliser sur ses acquis et essayer de trouver le point faible de son adversaire. Voilà. D'accord. Et dans le combat proprement dit, est-ce qu'il y a des moments de doute par exemple? Moi, personnellement, j'essaie de les éviter. Je me donne à fond et du coup, j'essaie de ne pas douter. D'accord. Ma deuxième question, Gaëtan, ce sera est-ce que ta famille te soutient dans ton choix et dans ta vie de boxeur? Totalement. Toujours la famille me soutient. Elle est toujours présente aux événements dès qu'elle peut se déplacer. Du coup, ouais, j'ai un réel soutien de la famille. D'accord, je vais un peu plus loin. Ta petite amie aussi, peut-être, ta Ouais, femme? c'est sûr, elle vient à chaque compétition pour me soutenir et voir un peu si ça se passe bien, quoi, surtout. D'accord. Bon, pour l'instant, ça se passe pas trop mal pour toi. Décris-nous une journée type de ta vie de boxeur. Donc moi, je commence à 4 h du matin, je travaille, je passe le balai dans les halls d'immeubles, voilà, j'ai un petit boulot. Et ensuite, je fonce direct à l'entraînement, dès 11 h. Pour le premier entraînement du matin, j'essaie de maintenir 2 entraînements comme un peu à la thaïlandaise. Et le soir aussi, m'entraîner, la boxe, footing, cardio. D'accord, donc ça, c'est un peu ta journée type. Ça, c'est ma journée type, ouais. D'accord. Tout aussi physique que ta boxe sur le ring, on peut le dire. Voilà, j'essaye de me tenir en forme pour être prêt le jour du fight. D'accord. La quatrième question que je vais te poser, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as mis un pied dans une salle de boxe? Je m'en souviens très bien cette fois. Je sortais de l'école et j'étais un peu déçu par mon ancien sport qui était le judo. Donc je me suis tourné vers la boxe thaï, j'ai mis un pied dans la salle et depuis que j'ai mis le pied dedans, il est resté bloqué. D'accord. Voilà, la dernière question, j'ai un petit peu évoqué quand tu es arrivé, on te surnomme Kirikou. Alors d'où te vient ce surnom? Kirikou, c'est un surnom qui me correspond, je l'ai adopté. Parce qu'en fait, c'est un ami de la salle, justement, un camarade du Mouet qui m'a surnommé comme ça, parce que j'étais le premier Renoir arrivé dans sa salle. D'accord. Donc il fait, tiens, un petit Kirikou. Du coup, j'ai dit, petit malin, ça va rester ça. Bon, maintenant, ce sera Kirikou pour en toi. tout cas, tu as peut-être commencé en étant un petit Kirikou, mais tu deviens de plus en plus un grand Kirikou. Merci pour tes réponses, Gaëtan. Évidemment, tu restes avec nous pour la suite de l'émission. Nous allons passer au débat du jour et on va se demander quelles sont les étapes pour devenir un champion. Devenir un champion, le parcours du combattant. C'est parti pour le débat. Nous sommes de retour sur le plateau du Time Mag. Alors, le débat du jour va concerner le fait de devenir un champion. On va se demander quelles sont les étapes. Des gens comme Damien Lamos ou bien Bobo Sacco ont pris le temps. Et nous, on va se demander, on va déjà parler du début. Commençons par le commencement. Julien, d'après toi, pourquoi est-ce qu'on s'inscrit au Muay Thai, donc boxe thaïlandaise de façon plus populaire? Qu'est-ce qui fait que ça devient et que c'est toujours un sport aussi populaire? La boxe thaï, je pense que c'est le sport debout de combat le plus complet, puisqu'on on peut allier les techniques de percussion et de préhension, il y a les coudes, les genoux, les poings, les jambes, les saisies et les projections. Donc c'est pour ça que c'est un grand succès et je pense aussi que ça reste des pratiques assez abordables au niveau financier. Et puis c'est un sport aussi ludique qui permet d'apprendre quelque chose qui peut s'avérer utile pour se défendre. Alors, dans les années 80-90, c'était vraiment l'apogée du Muay Thai. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui s'inscrivent dans les salles. Julien, toi, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi le Muay Thai, encore une fois, est toujours aussi populaire? Je pense que déjà, c'est un sport vachement accessible. Si on le compare un petit peu aux autres arts martiaux, comme le karaté, le judo, l'aïkido, on est vite
opérationnel. Au bout de même pas d'un an de pratique, on peut faire un petit sparring et puis voilà, comme le disait Julien, c'est ludique, on peut prendre du plaisir et être efficace. Alors que les arts martiaux plus traditionnels, c'est un peu plus long quoi, pour acquérir vraiment une bonne base et pouvoir être efficace, quoi. D'accord. Kirikou, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que dans ta salle, tu vois encore l'engouement qu'il y a autour de ce sport? Si, plus il y a de galas prestigieux, en fait, plus on s'aperçoit que les gens viennent dans la salle et ont envie de, comme je puis dire, on sert un peu d'exemple pour eux. Ils ont envie de Vous êtes des fers de lance un peu. monter sur le ring, ils ont envie de se donner à fond à l'entraînement et voilà, ça marche bien, je pense. D'accord. Donc le Muay Thai, sport populaire, sur ça, on est assez d'accord. Je vais me tourner vers toi, Christophe. Quand on est boxeur et qu'on est juste un loisir, comment est-ce qu'on passe de loisir à compétiteur? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un élève? Alors déjà, je pense que ça passe avant tout par le rôle du coach, tout simplement, sur certains critères, donc notamment sur la technomotricité, c'est-à-dire déjà sur la gestuelle, qui répond un peu à ce qu'exige l'entraîneur, sur la coordination. Il y a aussi le fait du mental, voilà, les ambitions du boxeur, aussi le consulter. D'accord, mais qu'est-ce qui fait que certains vont être aptes à faire de la compétition et que d'autres ne vont pas pouvoir franchir ce palier? Déjà, il y a un potentiel à déterminer avec le coach. Dès le début, on voit quelqu'un qui a des facilités, qui va réussir à envoyer une jambe avec un pivot naturel, où on se dira, lui, il y a quelque chose à travailler. Donc on va commencer par détecter ça. Et puis après, il y a le mental et le physique qui vont faire la différence. Et ça se travaille. Il n'y a que du travail qui fera que derrière, on pourrait l'envoyer en compétition ou pas. Mais je pense que c'est aussi à la base une démarche du pratiquant. Moi, en tant que coach, en tout cas, j'attends plutôt que le pratiquant va me dire « Julien, je veux faire de la compétition », plutôt que de venir lui proposer. C'est une démarche personnelle. C'est intéressant ce que tu me dis, parce qu'effectivement, il y a deux écoles, hein. Il y a le coach qui vient vers l'élève, et il y a l'élève qui vient vers le coach. Gaëtan, toi, comment ça s'est passé, tes premiers combats? C'est toi qui es venu? J'ai toujours eu l'instinct de compétition, on va dire. Donc je pense que c'est en propre à chacun. Donc le coach, il est venu me voir, il m'a dit dans 2 semaines, tu es sur le ring. Donc j'avais un mois de pratique. D'accord, donc il t'a pas laissé le choix. Il m'a envoyé au charbon direct, au casse-pipe. D'accord. Mais est-ce que c'est un charbon positif ou c'est un charbon... Moi, c'est positif parce que je pense que plus on attend, plus on a d'appréhension. On dit oula, ça doit faire mal, ça doit être dur. Je pense qu'il faut y aller en mode voilà, je sais pas ce que c'est, il faut que je vois ce que c'est. Et t'as gagné? Ouais, j'ai gagné. Ouais. Bon, tant mieux, c'était le début de l'histoire. Alors, Julien Lanchasse, on va parler des deux filières qui existent. En l'occurrence, aujourd'hui, en France, il y a les protections, on le sait très bien, même s'il y en a qui ne respectent pas toujours cette règle et qui commencent directement en classe B. On pense à certaines teams qui mettent directement leurs élèves sans protection, mais il y a aussi la Thaïlande, où il y a des gens qui n'ont jamais fait un seul combat de leur vie et qui ont commencé à boxer sans protection. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que pour toi, les deux filières peuvent cohabiter ensemble? Bien sûr, je vais te dire une banalité, ça dépend vraiment de chaque boxeur, de chaque Nakmuay. Ça dépend aussi, comme tu l'as dit, des clubs. Je pense qu'on n'a jamais vu la team Nasarka envoyer des gens en assaut. Et à l'inverse, il y a des clubs qui sont très à cheval sur une vraie progression linéaire, commencer par les assauts, les classes D, les classes C. Il n'y a pas de vérité, hein. C'est vraiment une rencontre, je pense, d'un Nakmuay et d'un club. Mais quand on voit le succès aujourd'hui de la team Nasarka, moi, si je regarde, je me dis que c'est eux qui ont compris. Oui, mais à l'inverse, tu vois quelqu'un comme Bobo Sacco qui est l'exemple opposé. Il a fait vraiment toutes ses gammes et il a le succès. En précisant pour le public que Bobo Sacco a commencé en éducatif, qu'il a été en classe D, en même temps, c'est-à-dire qu'en France, ils n'ont pas le choix. Dès qu'ils démarrent en SO éducatif, ils sont obligatoirement d'avoir des protections et d'évaluer. Et l'avantage des protections, c'est que ça peut permettre de pallier à certaines lacunes techniques pour des personnes qui envoient des coups un peu sans réflexion et donc limiter les blessures peut-être dans un premier temps. Et surtout pour moi, je pense que c'est vraiment formateur dans le sens où quand tu enchaînes 4 combats dans la même journée avec les protections, déjà tu es bien content de les avoir et c'est ce qui forge aussi derrière le mental pour pouvoir pratiquer des combats sans protection. Il y a une grosse appréhension. Commencer direct par un combat sans protection, ça dépend du Nakmuay, mais ça peut être une grosse appréhension. Et c'est légitime de vouloir commencer tranquillement par des protections. C'est dur de commencer directement par du gros. Gaëtan, toi, tu as boxé avec protection? Ouais, moi j'ai fait D, CBA, parce qu'à l'époque c'était comme ça, j'ai tout fait. Et donc, du coup, et c'est le prochain palier que j'allais aborder, le jour où tu as retiré les protections, pour toi, c'était quelque chose de positif ou... Pour moi, c'était quelque chose de positif, parce que j'avais mérité
en D'accord. quelque sorte de passer un pilier, quoi, en fait. C'est vrai, il n'a pas tort, c'est un argument, qui est très recevable. Il y a le mérite, c'est-à-dire que comme quand on est en DRH, au football, etc., on est en Ligue 2, on est en Ligue 1, c'est vrai que c'est vraiment un mérite. Et puis Voilà, surtout c'est qu'il y a, je pense, moins de risques de se blesser sans protection qu'avec. C'est-à-dire que quand on n'a plus de protection, ça veut dire qu'on a un certain niveau technique, une certaine puissance et une précision qui font que normalement on se blesse moins que quand c'est un petit peu plus brouillon et qu'on est en amateur. D'accord. Alors, on va considérer que le boxeur, le compétiteur futur, a gravi tous les échelons et qu'il arrive à un moment donné à retirer donc ces fameuses protections. Ma première question, avant de passer à la deuxième partie du débat, et on fera un petit break, c'est quand on arrive donc dans ce milieu sans protection, est-ce qu'on a déjà des objectifs? Est-ce qu'on se fixe des objectifs? Alors, on est d'accord, on parle vraiment là du classe A. Bah, y en a qui veulent tous les titres, France, Europe, monde. Il y en a qui veulent boxer le meilleur taille. À chacun ses objectifs. Exactement. Ouais. c'est Aussi, il y vraiment- en a qui visent aussi les grandes organisations, aussi niveau financier, C'est ça. qui visent ça. Mais je pense que l'incontournable, c'est quand même d'être champion de France Pro. On ne peut pas prétendre à des titres internationaux, rencontrer les meilleurs mondiaux si on n'est pas passé par au moins champion de France. C'est exact, sauf que malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que ils mettent ça de côté, les compétiteurs. Maintenant, les fédés font des bonnes choses pour relancer un petit peu la motivation. Il commence à y avoir des primes pour les championnats de France et c'est une bonne chose parce que pour moi, c'est indispensable. Bah, moi, je dis chaque club a son objectif en fait. Il y en a qui visent effectivement les ceintures et les titres. Il y en a d'autres qui visent effectivement les challenges. Et Je pense pas que ce soit un objectif. Les ceintures, au jour d'aujourd'hui, soyons honnêtes, une ceinture, on parle de ceinture mondiale, européenne, ça n'a plus beaucoup de valeur. C'est tellement n'importe quoi, on est tous d'accord, c'est le gros bordel là-dessus. Pour moi, je pense qu'un boxeur préfère, on peut demander à Kirikou, préfère boxer au Best of Siam que d'avoir une ceinture de champion d'Europe, W, machin. Ce que je vous propose, c'est qu'on va demander à Kirikou, mais qu'on va faire un petit break tout d'abord. Hein. C'est un très bon teasing que tu viens de me faire, Julien, je te remercie. On va aller du côté du Derek Boxing et de la Courneuve. Le 29 avril avait lieu leur Golden Fight. Nous nous sommes arrêtés sur le tournoi féminin, un tournoi féminin à moins de 55 kilos, avec des images de Steph Prod. Je vous propose de découvrir Magneto. Et remporte donc le tournoi féminin de médaille du Golden Fight dans la catégorie des moins de 55 kilos, Soraya Bucci. Nous voilà donc de retour sur le plateau du Time Mag, donc avec cette fameuse question qui est restée en suspens, donc fameuse question de Julien Lanchasse. Julien, je te laisse la poser la question d'ailleurs à Gaëtan.
Donc moi, je demandais à Gaëtan si, et je pense qu'il va répondre positivement, il préférait pas combattre dans un gros gala type Best of Siam plutôt que de décrocher une ceinture européenne, WXH, je ne sais C'est quoi. une bonne question. Tout à fait, non, c'est pertinent ce que tu racontes, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, maintenant, comme on le disait précédemment, les ceintures, elles n'ont plus de valeur. Donc, pourquoi courir après les ceintures? Malheureusement, c'est vrai que deux noms, champion du monde, champion voilà, mais Elles ont c'est plus de seulement valeur. deux noms. Pourquoi? Parce qu'il y en a Maintenant, trop. voilà, il y en a excuse-moi, trop. parce qu'il y en a trop. Exactement. Ou parce que ceux qui font les ceintures n'ont pas le niveau pour la faire, n'ont pas la crédibilité Je pour la ne faire. critiquerai pas aucunement un boxeur à partir du moment où il est sur le ring. Je trouve que voilà, il mérite quand même du respect. Donc je ne parlerai pas de manque de niveau ou quoi que ce soit. Mais je pense il y en a qu'il trop. faudrait qu'il y ait des paliers. Champion de France, ensuite Attends, on champion va laisser d'Europe. finir. Voilà, champion de France, champion d'Europe. Et là, le mérite de passer champion du monde. C'est comme on expliquait tout à l'heure, plastron. Après, on enlève le plastron, on enlève protège tibia. On mérite d'être sans protection. Oui, après, ça c'est ta vision des choses. Malheureusement, tout le monde ne l'a pas. C'est ça le problème. Après selon, si on prend le titre face par exemple à un Bokrao, là c'est vraiment un titre symbolique. Vraiment, Le c'est un problème des titre de ceintures, valeur. c'est qu'on peut mettre n'importe qui face à n'importe qui. Voilà. Alors que quand on part, je suis désolé, c'est un format amateur, mais quand tu es champion du monde IFMA, tu as eu un tournoi, tu as éliminé 20 personnes derrière toi et tu es vraiment champion du monde. D'accord, donc le problème, en fait, c'est pas vraiment la ceinture en elle-même. Le problème, c'est qui est en face pour la ceinture et le parcours qu'on a pu faire. Voilà, tout à fait. Donc, Je pense que- je parlais de crédibilité, c'est vrai, en parlant des boxeurs, mais en fait, c'est la crédibilité du combat, la crédibilité du. Tant qu'il est en face, mais c'est même, il y a des boxeurs aujourd'hui qui sont champions du monde, champions d'Europe, beaucoup en France en plus, c'est un peu étrange, et qui honnêtement ne méritaient pas de pouvoir postuler à Ils ce ne sont même pas titre-là. champions de France. Tu regardes Ils sont- certains classements, je ne citerai pas de nom, mais tu regardes certains classements de champions du monde, il y a des Français partout des fois. On est bon, mais peut-être Non, pas à ce point-là. c'est tu vrai vois. que si tu abordes le thème du ranking, c'est vrai que sur les rankings, il y a quand même pas mal de choses à voir. Je ne sais plus qui a dit tout à l'heure la carrière, le plan de carrière, c'est très intéressant. Aujourd'hui, il y a des boxeurs, alors, on va pas dire, on va manquer de respect à personne, on va pas dire qu'ils choisissent leur combat, mais c'est vrai qu'il y a des combats qui n'arrivent pas, on va dire, au bon moment, au bon endroit. Comment est-ce qu'on gère une carrière? Est-ce que le fameux game plan, qui est un mot qui se dit de plus en plus, donc la gestion de carrière, est-ce que avant, ça n'existait pas dans le Muay Thai? De toute façon, quels que soient tes choix, tu seras toujours critiqué. Soit on t'envoie au charbon trop vite, soit tu es protégé. Donc à un moment donné, il faut rester en adéquation avec son coach. toi, qu'est-ce que... Moi, personnellement, une carrière comme celle de Bobo Sacco, c'est l'idéal. C'est évolutif. Il n'y a pas eu d'étape brûlée. Et c'est comme ça, pour moi, que tout le monde devrait faire. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que Bobo Sacco, qui de toute façon est un champion et sa personne ne pourra dire le contraire, il a quand même été relativement critiqué pour sa gestion lente pour certains, intelligente pour moi, mais bon, chacun va midi à sa porte. Julien, qu'est-ce que tu en penses? C'est un boxeur qui a pris son temps et qui n'a pas brûlé les étapes. Moi, je suis d'accord, c'est ça, ouais. C'est qu'il a été effectivement beaucoup critiqué sur, croyait-on, le fait qu'il refusait des combats, ce qui, honnêtement, en connaissant le garçon et son club, est totalement faux. Et comme tu l'as dit, voilà, au final, on voit où il en est aujourd'hui. Pour moi, c'était un bon choix, de carrière. Voilà. Après, ça dépend. Il y a des teams, comme on en parlait tout à l'heure, de la team Nasserka, par exemple, qui passent directement en classe B, et c'est pas pour autant que c'est un échec. Mais Tout à tout fait, dépend ouais. aussi du mental du combattant. Il y en a qui peuvent arrêter parce que ça a été trop tôt, trop rapidement. Et... Gaëtan, on va se parler franchement. Est-ce qu'il t'est arrivé de... Enfin, peut-être que tu ne sais pas, parce qu'effectivement, tu as un Ouais, coach et c'est voilà. lui qui doit gérer, mais est-ce qu'il y a déjà des combats que tu as refusés, pas parce que tu avais peur du boxeur en face, mais parce que tu dis que c'était pas le bon moment pour boxer cette personne? Honnêtement, moi je pense qu'au début de ma carrière, ça s'est un peu passé comme ça, sachant qu'en amateur, il y en a qui peuvent avoir 10 combats, il y en a qui viennent d'arriver, donc ils ont géré sur ça, donc ils ont essayé de me mettre des combattants qui ont le même nombre de combats au début, mais franchement après c'était fini. Une fois que j'ai enlevé les protections, ils m'ont mis le premier. Aujourd'hui, tu ring. acceptes n'importe qui. Je dis voilà, moi je suis pas De là toute façon, pour à partir choisir. du moment où Après, tu as accepté Youssef, tu peux accepter n'importe qui. D'accord. Mais Gaëtan, il n'en est pas encore là en fait. Gaëtan, Voilà. il est en J'avance pleine petit à croissance. petit. Il est de plus en plus exposé. Il n'en est pas encore à un stade où il peut refuser des combats. Par contre, voilà, une Mais fois moi, qu'il sera au top, là, ce sera peut-être différent. D'accord, mais moi, ma question, c'est pas celle-ci. Effectivement, quand on est au top, on peut choisir un peu plus ses combats. Ma question, c'est pas celle-ci. Ma question, c'est il y a des gens qui arrivent au top justement en prenant des chemins plus tortueux qu'en allant directement droit au but. C'est ça que je veux dire par là. Ils ont plus peur des blessures. C'est pour ça que maintenant ils sélectionnent, ils protègent leurs boxeurs. C'est niveau strictement blessure, c'est pas niveau t'es moins fort qu'un tel. Donc ils savent que un combat, ce n'est jamais joué d'avance. On peut toujours gagner. Mais ce qu'ils se disent, c'est est-ce que ça vaut le coup de l'envoyer au charbon à tel moment, risquer la blessure et être moins performant pour telle échéance ou... Je pense que maintenant ils sont vachement
dans le management, D'accord. il gère vachement les. Ok, les on va carrières, rajouter donc ça. qu'il y a la blessure et puis on va pas se mentir, on va se le dire franchement, il y a aussi les primes, hein. Un combat, ça se réfléchit aussi en fonction d'une prime. C'est pas le sujet, mais il faut quand même le préciser. Comment est-ce qu'on fait pour être un champion, et je prends ton cas, et s'entraîner intensivement tout en ayant une vie entre guillemets normale, c'est-à-dire en travaillant, en se levant très tôt le matin, comme tu l'as dit. Comment tu gères ça? Ben, honnêtement, moi je me considère pas comme un champion, vu que comme Julien le disait, je suis au début, hein, c'est pas gagné d'avance. Du coup, je vis normalement et je prends la boxe comme disons un plus, du bonus. Soit tu as un employeur qui te permet d'aménager ton temps de travail et puis tu peux t'entraîner comme tu veux, soit tu fais avec ton temps libre, soit tu dis je vis mon rêve, je fais que ça et on verra. Mais le problème c'est que ça dure qu'un temps. La boxe c'est 10 ans, tu Moi, bosses voilà. 40 ans. J'ai pas choisi enfin c'est pas question d'employeur pour moi, j'ai choisi le métier en fait. Du coup, j'ai D'accord. choisi Donc, t'as priorisé d'être la boxe. balayeur plutôt que d'avoir un métier un peu plus entre guillemets valorisant D'accord. et de pas pouvoir m'entraîner. J'ai Mais du coup, privilégié, est-ce que l'entraînement. tu aimerais, comme certains boxeurs, qui sont très peu certes, mais vivre carrément de ce sport? Je pense que tout boxeur aimerait pouvoir vivre de sa passion, même dans tout sport en fait. Je Il y en a dis, très peu. Voilà, pour le moment, il y en a très peu, mais je pense que ça peut arriver. Ça peut arriver. Faut persévérer, il faut que les boxeurs ils arrêtent de craquer Ouais, mais à un alors, moment certes, dans tu leur peux tête. vivre de ça, mais pendant un certain temps. Faut Oui, penser c'est à sûr, l'après. parce qu'il y a les blessures, il y a tout qui va avec, mais après on peut se reconvertir vers le coach comme vous, comme certains, voilà. D'où l'intérêt Coach. d'être bien informé par ses coachs Exactement. et de faire Faut des suivre formations. le bon D'accord. exemple des coachs qui nous ont suivis pour essayer de reproduire la même chose sur nos poulains plus tard. Je vais te laisser conclure, Gaëtan. Est-ce que toi, au jour d'aujourd'hui, tu peux considérer que tu as quand même touché du bout des doigts quelques rêves que tu ne pensais même pas pouvoir Pour moi, j'ai touché, je touche encore, vu que je suis sur ce plateau, des rêves auxquels je n'aurais pas pensé avant de pratiquer ce sport. D'accord. Bon, bah en tout cas, je pense que c'est une bonne conclusion. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est d'aller au bout de ses rêves. Et évidemment, on te souhaite d'aller au bout de tes rêves. Alors, j'espère qu'on a été complet. C'est pas évident parce qu'effectivement, on est limité par le temps. Et s'il faut revenir sur d'autres sujets, ben, j'espère qu'on aura l'occasion de le faire. Merci pour vos analyses qui ont été fines. Et j'espère que le public en a appris beaucoup. On va passer tout de suite à une nouvelle rubrique qui s'appelle Le Saviez-vous. Mona Cheba va nous rejoindre. C'est parti pour Le Saviez-vous. Nous voilà donc de retour sur le plateau du Taïmag en compagnie de Mona Cheba. Mona, bonjour. Bonjour, Donc nous sommes ravis que tu sois parmi nous. je suis contente d'être avec vous aussi. Bon, alors tu vas nous présenter une chronique qui s'appelle Le Saviez-vous, quelques infos. Tout à Donc, je fait. te propose de nous présenter ta première info. Très bien, alors je vais commencer par Gaëtan, je m'adresse à toi. Si je te dis août 1989, est-ce que ça te parle? Vraiment pas, non. Très bien, alors je te donne un indice. Il s'agit de la sortie d'un film culte en rapport avec notre discipline. Bah non, non plus. Non plus, très bien. Alors je te donne la réponse. Il s'agit de Kickboxer, qui est sorti donc il y a 28 ans maintenant, avec Jean-Claude Van Damme, et qui a permis à beaucoup d'occidentaux d'entre nous de découvrir le Muay Thai. Kickboxer, qui est un film emblématique, 28 ans déjà. C'est un film qui, c'est un film qui a donné beaucoup de vocation. Campo, Ok. avec les bandes de lever pilés. Attends, t'es vraiment... L'entraîneur qui dit prends ton sac et quitte ma maison. Effectivement, un grand champion au début qui était le frère de Van Damme dans le film, Denis Alexio, qui était un véritable Bon, champion. en tout cas, on a un passionné autour de la table. Voilà, ça y est. oui. Allez, on est parti pour la prochaine info, Mona. Julien, cette fois-ci c'est ton tour. Si je te dis Thibaut InShape, est-ce que tu connais? Pas du tout. D'accord. Donc il s'agit d'un youtubeur qui est assez connu, qui a fait une vidéo récemment avec les frères Pinto, donc Pinto mais qui se prononce donc Pinto, hein, je vous l'annonce, et donc qui a fait plus de 2 millions de vues en seulement une semaine, ce qui est pas mal pour faire découvrir le Muay aux néophytes. C'est plus que pas mal, hein, 2 millions de vues pour ce genre de vidéo. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce genre de vidéo un peu drôle, c'est du positif pour notre sport? Ouais, c'est que du positif parce que ça permet d'éveiller la curiosité. Les gens vont venir regarder, ils se disent pourquoi pas pour moi finalement, ça a l'air finalement ludique, ça a l'air sympa, je vais essayer. Bon, en tout cas, 2 millions de vues, moi je les prends avec plaisir. On va passer à la dernière info. Tout à fait. Donc je vous annonce que le 13 mai aura lieu la Nuit des Titans 4 avec Bobo Sacco qui va rencontrer Singmani pour un championnat du monde en moins de 69,9. Moins de 69,9. Hein, c'est ce qui est rare pour Bo qui boxe habituellement à 67 kg. Mais bon, c'est quand même un beau challenge. Qu'est-ce que tu en penses, Julien? Bah, c'est un très beau challenge. Je crois que c'est le tout premier titre mondial que va disputer Bobo Sacco. Donc franchement, il le mérite. Hein. Il est passé par champion d'Europe WPMF, je crois, WBC. Il était vraiment temps qu'il pose cette ceinture. D'accord. Je crois que tu as une dernière info et en plus, elle concerne quelqu'un qui est autour de la table. Tout à fait. Donc le 20 mai, le Road to Duel fait son retour à Japy avec Gaëtan qui boxera donc lors de ce gala. D'accord, bah Gaëtan, tu vas boxer qui? Bah écoutez, je sais pas du tout. D'accord, alors On peut y donc, aller. tu connais pas encore le nom de ton adversaire, hein, on va se le dire. Et est-ce que tu connais le nom de ton adversaire au Best of Siam?
Non plus, Ah, c'est parce que pareil. d'après nos infos, tu as également boxé au Best of Fiam. Ah, vous êtes bien informé. Ouais. Bon, bah, en tout cas, ça prouve hein, que, comme on dit tout à l'heure, tu deviens de plus en plus un grand, parce que le Best of Fiam, c'est quand même... Et ça prouve surtout qu'il accepte tout le monde parce qu'il boxe, mais il sait pas qui il boxe. Exactement. Voilà. Exactement. Tout à fait. Bah, Mona, merci à toi. Merci à vous tous, On te retrouve dans 15 jours. j'espère. Et quant à nous, on revient juste après ça. C'est bientôt la fin de ce 3e numéro du Time Mag, mais avant de se quitter, hein, messieurs, vous connaissez le rituel, la question qui tue. Gaëtan, est-ce que tu es prêt pour cette fameuse question? Je suis prêt, allez. Alors Gaëtan, si on te donnait demain, si un promoteur t'appelait et qui te disait qu'il te donne 10 000 euros, mais pour perdre un combat, tu dirais quoi? Je dirais qu'il manque de respect totalement et qu'il n'a pas compris qui j'étais, c'est tout. D'accord, donc quelle que soit la somme, c'est ce genre de choses, pour toi, c'est quelque chose d'inconcevable. J'arriverai à cette somme-là et en gagnant en plus. D'accord, bon, bah, c'est une superbe réponse. Hein. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, hein, Gaëtan, d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est avec plaisir que... Messieurs, merci également. Petite intervention, si je peux me permettre. D'après mes informations, Xavier, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Tout à fait. 40 ans, c'est ça? Exactement. Eh ben, franchement, J'ai donné l'âge. vous les faites. Effectivement, c'est mon anniversaire. Hein. Bon, j'espère que les internautes vont regarder un maximum cette vidéo pour me donner un beau cadeau d'anniversaire. Bon, messieurs, merci. On se retrouve dans 15 jours. Merci aux équipes de l'Agora Club. Merci également aux assistants et aux techniciens qui sont sur le plateau. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre désormais sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Et oui, n'hésitez pas à cliquer, à venir voir les vidéos. On se retrouve dans 15 jours. Et comme le veut le vieil adage, n'oubliez pas d'ici là, Muay Thai forever.